Merci Olivier. Bonjour à tous, ceux qu'on j'aurais pas vu. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de permaculture. Alors souvent, on pense à un aspect nourricier de la permaculture, mais je vais essayer de vous montrer que les principes de la permaculture peuvent également inspirer les entreprises. Alors, pour faire simple, la permaculture, c'est une approche globale sur un lieu pour le rendre plus productif en utilisant les fonctionnements naturels. Donc, vous voyez, quand j'ai dit ça, ce n'est pas limitatif à quelque chose de nourricier. Alors, ce que je vais essayer de voir avec vous aujourd'hui, c'est les principes de la permaculture. Donc, c'est ce qui nous permet de travailler sur un lieu. Voir à intégrer les éléments d'un système, et on parlera de la poule, qu'on a un animal qu'on adore en permaculture. Un mot sur les villes en transition, et si on a le temps, je vous présenterai quelques parcours de permaculteurs qui ont laissé des traces, qui ont fait des choses formidables. Alors, d'abord la permaculture, c'est basé sur 3 éthiques qui sont prendre soin de la terre, donc ça, pas besoin de l'expliquer en principe. Prendre soin des hommes, c'est presque une complémentarité au premier. Et l'idée de redistribuer les surplus. Alors, redistribuer les surplus, c'est pouvoir donner du temps, ou donner, ça peut être de l'argent, ou produire des choses pour l'extérieur. Typiquement, c'est le jardinier qui va laisser peut-être quelques chèvrefeuilles qui n'ont pas un intérêt nourricier pour le jardin, pour l'être humain, mais qui vont intéresser des oiseaux qui vont venir nicher, qui vont pouvoir venir se nourrir. Et puis quand ils consommeront en plus le chèvrefeuille, ils n'iront pas manger vos cerises, donc c'est plutôt sympathique. Et à l'échelle de l'entreprise, ça peut être, comme on fait aujourd'hui, donner un petit peu de temps pour transmettre du savoir ou mettre en place, vous avez vu peut-être à l'entrée, ces boîtes à livres ou ces boîtes à graines qui permettent de créer du lien à proximité. Donc c'est basé sur des principes pour concevoir des lieux permacoles. Et enfin, c'est basé sur des techniques. Et vous voyez, les techniques, je les mets tout en haut. Pour moi, c'est plutôt secondaire, alors qu'on associe naturellement la permaculture à des techniques. Donc on voit quelqu'un qui va faire une butte dans un jardin, on se dit tiens, lui il fait de la permaculture. C'est vraiment quelque chose qui est emblématique de la permaculture, c'est ces fameuses buttes de légumes. Savoir que la butte de légumes, par exemple, elle a énormément d'avantages. Elle permet entre autres d'avoir un terrain ultra drainant et de capter plus les températures. Donc c'est très adapté dans des milieux froids et des milieux de montagne ou choses comme ça où les hivers sont très longs. Par contre, en zone aride, ça va être problématique. Donc l'idée de faire des buttes partout, c'est peut-être pas une bonne idée pour autant. Et moi, ce qu'on m'a appris quand je faisais mes formations sur la permaculture, on me le répétait 4 fois par jour, c'est surtout pas de dogme en permaculture. Donc a priori, tout est possible. C'est la réflexion que vous avez sur le site à ce moment donné en fonction de vos besoins et de l'environnement. Alors, les principes de permaculture, ce qui me paraît être presque le plus important, c'est une douzaine de principes qui ont été décrits il y a une quarantaine d'années par un Australien qui a mis en place les bases de la permaculture. Premier principe, observer et interagir. On dit en permaculture, on investit un lieu, il faut à peu près une année avant de commencer à faire des travaux. Bien comprendre comment fonctionne le site, c'est-à-dire comment passe le soleil, où sont les vents dominants, la qualité de la terre. Est-ce que telle et telle plante pousse? Est-ce que lorsqu'il y a des grosses pluies, ça inonde certaines parties de terrain ou pas? Est-ce qu'on va avoir par exemple des orties qui vont annoncer que le sol est riche en nitrates à cet endroit-là, ou des chardons qui vont dire que le sol est pollué? Voilà, donc toutes ces indications. Donc vraiment cette idée de pouvoir observer avant de commencer quelque chose. En entreprise, par rapport à ce principe-là, nous on essaye d'encourager les personnels à aller travailler sur d'autres positions qui ne sont pas les leurs. Donc ça va pour, bien sûr, les directeurs, tous les managers, et puis les salariés entre eux,
qui, des fois, ne comprennent pas les contraintes des autres. Donc, on essaye de, décloisonner un petit peu tout ça. On pourrait même imaginer, sur des ressources humaines, un projet qui pourrait dire de permettre aux salariés de tester une activité. Typiquement, c'est le brancardier qui a des problèmes de dos, mais la direction est quand même intéressée pour garder cette personne, lui permettre de faire un autre métier, il ne sait pas quoi, dit, voilà, comme s'il était stagiaire, en fait, on va lui proposer pendant 2-3 jours d'intégrer un autre service qui a peut-être rien à voir avant de le lancer sur des formations qui pourraient être coûteuses, sur une activité qui finalement ne lui conviendrait pas. Voilà. Donc tout ce qui est test et permettre de voir un petit peu plus loin. Deuxième principe de la permaculture, collecter, stocker de l'énergie. Donc, d'un point de vue agricole, on parle souvent de tout ce qui est stockage solaire, cette énergie-là. Donc, ce n'est pas que les panneaux solaires photovoltaïques, c'est vraiment quelle stratégie on a sur un jardin, sur un lieu pour favoriser cette chaleur. Ça dit aussi des choses sur le stockage d'aliments. C'était un des premiers, si ce n'est le premier problème, lorsqu'on cultive de la nourriture. Tout arrive en même temps, donc on a beaucoup trop de légumes et le reste de l'année on n'a rien, ou pas grand-chose. Donc comment on organise le stockage pour pouvoir avoir un système qui nourrit tout au long de l'année? Sur l'aspect entreprise, stocker l'énergie, c'est toutes les parties qui vont avoir lieu avec le bâtiment, comment on fait rentrer le soleil période où on a le plus besoin, l'hiver, les demi-saisons, comment on ne le fait pas rentrer au contraire l'été, notamment avec des espèces de casquettes, comme le soleil va être plus rasant l'hiver, il va pouvoir rentrer pleinement à travers les fenêtres, et s'il est plus en altitude pour les périodes d'été, ça fera de l'ombre et ça évitera les surchauffes. Et il y a aussi tout ce qui est comment le questionnement qu'on peut avoir pour garder les énergies qui pourraient être aussi les personnes qu'on a dans l'entreprise. Comment on peut les garder pour éviter du turnover qui est toujours un gros problème dans les entreprises. Alors, troisième principe, obtenir une récolte. Je ne sais pas qui c'est qui me disait l'autre fois, la permaculture, c'est un truc de gaucho altermondialiste. Pas que. Vous voyez, on a bien un principe qui est fondé sur la permaculture, qui ferait plutôt penser à du capitalisme. Donc on ne travaille pas pour rien, on travaille pour une récolte, on travaille pour avoir une récompense derrière. Donc ça peut être des légumes, des fruits, et le plaisir qu'on a de faire le travail. Et dans l'entreprise, c'est ce qui permet d'avoir un salaire, l'encouragement, et les encouragements et tout ça. Quatrième principe, appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Donc c'est un principe de responsabilité. À chaque fois qu'on fait des actions, on réfléchit à leurs conséquences. Et dans le monde de l'entreprise, c'est aussi l'idée de pouvoir faire de temps en temps des bilans des actions et de pouvoir faire le reporting. Donc nous, c'est des choses sur lesquelles on est très attachés. Dire, si vous ne mettez pas des indicateurs en place, vous n'êtes pas capable de suivre les évolutions, de suivre la qualité de ce que vous faites, la pertinence des actions que vous faites. Donc c'est vraiment des choses qu'on met quasiment systématiquement en place, que ce soit sur le social, que ce soit sur les énergies, que ce soit sur les déchets, que ce soit sur tous ces systèmes. Comptabiliser. Cinquième principe, utiliser, valoriser les ressources et les services renouvelables. Ça c'est simple. C'est l'idée de... C'est comme pour une comptabilité. Une bonne comptabilité, on a le droit de prendre de l'emprunt pour investir sur des choses, mais après, au niveau du fonctionnement, il ne faudrait pas qu'on ait recours à l'emprunt. Il n'y a que notre État qui fait ça, mais sinon, il faut que ce que dégagent les recettes puissent financer tout ça. Donc c'est cette même idée avec le renouvelable, utiliser le plus possible le renouvelable pour le fonctionnement et éventuellement pour un investissement, s'il faut aller sur des choses moins renouvelables, pourquoi pas. Et donc il y a ce principe d'autonomie. Plus on est autonome, plus on est efficace, ou en tout cas plus on a
le savoir et la capacité de faire en interne, voilà, c'est un point fort également pour l'entreprise. Principe 6, ne produire aucun déchet. Alors, il faut savoir qu'en permaculture, le déchet, c'est plutôt une ressource qu'on ne sait pas utiliser. Donc le déchet, ce n'est pas quelque chose de sale ni quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on n'a pas su intégrer dans notre système. Donc c'est peut-être un problème qui est lié au système en soi. Et on parle souvent des 5 R, refuser, réduire, réutiliser, recycler et remettre à la terre. Donc c'est les 5 principes au niveau du déchet. Donc tant que faire se peut, on essaye de ne pas en avoir. Si vraiment on en a, est-ce qu'on peut le réutiliser? Est-ce qu'on peut le réduire à sa source? Est-ce que peut... Et puis au dernier moment, on se pose la question, est-ce que je peux le composter? Au moins, on fera quelque chose derrière. Et donc la question des déchets est très fortement liée à la question des achats. Si on ne veut pas le déchet, il faut se poser la question sur les achats, c'est s'il n'y a pas d'emballage, s'il n'y a pas de... si c'est recyclable, si c'est réutilisable, si c'est réparable. Et il y a une grosse question aussi sur la sensibilisation du personnel de l'entreprise pour limiter le déchet. Principe numéro 7, concevoir le motif général au détail. Donc ça, c'est la vision du manager, avoir une vraie vision d'entreprise. En permaculture, c'est pareil. On dit que les permaculteurs on les appelle des designers. Donc c'est des gens qui vont dessiner. C'est vraiment l'architecte. Il va aller sur site, il va observer, comme on l'a dit tout à l'heure, et après, il va dessiner, il va imaginer, il va faire voilà, ce que fait un architecte pour les maisons avant de reproduire, de faire des tests en vrai. Donc là, c'est la même idée. Et en entreprise, toujours se référer le but de l'entreprise, les objectifs qui dépendent du but et les moyens qu'on met en place pour arriver aux objectifs. Principe numéro 8, intégrer plutôt que discriminer. Sur un jardin, typiquement, vous avez un gros rocher en plein milieu de votre jardin. Donc, un jardinier classique, je dirais, il fait venir une pelleteuse pour retirer ce gros rocher qui nous embête tant. En permaculture, on se dit, peut-être ce rocher, il peut être intéressant pour tout un tas de choses. Donc, plutôt que de faire venir la pelleteuse, est-ce qu'on ne pourrait pas aménager quelque chose autour du rocher, sachant que le rocher, il est quand même intéressant, il va stocker de la chaleur. Donc, au pied du rocher, j'aurai un milieu propice pour faire pousser des plantes qui ont besoin de beaucoup de chaleur. Souvent, ça va être, comme ça va stocker la chaleur, en plus ça ne va pas geler, donc on pourrait faire pousser des plantes et pourquoi pas l'intégrer au milieu pour avoir le chemin qui viendra à côté, mettre un banc, le fleurir et puis mettre 2-3 plantes qui ont vraiment besoin de beaucoup de chaleur. Donc on l'englobe et ça deviendrait, plutôt qu'être un inconvénient, ça deviendrait une pièce maîtresse de notre jardin. En entreprise, ça fait référence à tout ce qui est la coopération, le travail collectif. Principe numéro 9, utiliser des solutions petites et lentes. Comment mettre des actions, comment changer les choses avec des petites solutions. Vous savez qu'en agriculture, comme partout, voilà, tout bouleverser, tout repartir, c'est toujours très compliqué. On dit que le terrain, il met toujours 2-3 ans avant de réagir. C'est toujours compliqué pour un agriculteur qui a par exemple été conventionnel pendant des dizaines et des dizaines d'années de passer en bio, qui a fait qu'une seule culture. On sait que pendant 2-3 ans, ça va mal réagir parce qu'il n'y a plus de vie dans le sol, il n'y a plus de matière organique, il n'y a plus toutes ces choses dont on a besoin. Donc ça va être toujours un petit peu la galère. Donc nous, on est partant de l'idée qu'il il vaut mieux faire plein de petites actions plutôt que des grands bouleversements. Pareil pour le monde de l'entreprise. Alors, utiliser et valoriser la diversité. Donc, vous savez, quand la monoculture est très fragile, lorsqu'on fait, je reviens à mon champ de blé, que du blé, il va être sensible aux ravageurs, il va être sensible aux maladies, à la moisissure et ces choses-là. Donc, dès qu'on commence à mixer les choses, on renforce le site. En entreprise, c'est pareil, la complémentarité des parcours des collaborateurs, à mon avis, est une force. Donc des gens qui vont pouvoir échanger et monter en compétences.
Principe 11, un principe que j'aime beaucoup, utiliser les lisières et valoriser les marges. Donc les lisières, c'est des rencontres entre deux systèmes. Vous avez une lisière entre un point d'eau et la terre, par exemple. Donc là, vous avez une berge. La berge, elle est plus humide que le terrain, mais elle est moins humide que le point d'eau. Vous allez avoir les lisières de forêt qui vont être pareil, c'est pas vraiment la forêt, mais c'est pas non plus le champ. Donc sur ces lisières, il va se passer des choses très particulières. Vous allez avoir tous les petits fruits, fraises, cassis, mûres, myrtilles, qui vont pousser en lisière. Donc c'est vraiment des choses à valoriser. Dans le monde de l'entreprise, vous allez pouvoir avoir des personnes qui vont avoir cette... pas cette faculté, mais qui vont avoir cette... je ne retrouve plus le mot. C'est pas grave. Qui vont avoir cet aspect transversal des choses. Ça ne va pas être des personnes qui vont être forcément compétentes dans une donnée particulière, mais de par leur fonction, vont être très transversales, donc vont avoir un savoir ou des connaissances sur l'entreprise qui vont être particulières. Nous, par exemple, ça pourrait être notre secrétaire de direction, qui est très en lien avec notre directeur, mais qui est aussi en lien avec le personnel. Donc, c'est des choses très intéressantes. Vous allez avoir également des lieux qui vont avoir cette fonction qui vont permettre les échanges et les rencontres. Typiquement dans l'entreprise, c'est la machine à café. Où est-ce que vous mettez la machine à café? C'est le lieu où des gens qui a priori n'ont rien à échanger dans l'entreprise, de par leurs activités, vont pouvoir échanger et ça peut débloquer des choses. Donc c'est des choses, nous on trouve très stratégiques en termes d'entreprise. Principe numéro 12, et c'est le dernier, utiliser le changement et y réagir de façon créative. Donc, c'est ce principe que les choses, elles avancent lentement, de façon naturelle, et les bouleverser, c'est toujours un peu compliqué. Vous avez, par exemple, si vous labourez un terrain et vous l'observez, si vous avez la chance de pouvoir l'observer pendant plusieurs centaines d'années sans que personne vienne y toucher quoi que ce soit, les 2 premières années, vous allez avoir ce qu'on appelle des annuels ou des bisannuels. Donc nous, en principe, communément, on appelle ça des mauvaises herbes. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne veut pas. Au bout de 2-3 ans, vous allez commencer à avoir de l'herbe, des graminées ou des légumineuses qui vont s'installer. Au bout de 5-6 ans, vous allez avoir des petits arbustes, du genêt ou des choses comme ça. Au bout de 15-20 ans, vous allez avoir les premiers arbres qui vont sortir, qui vont être ou du bouleau, ou de l'acacia si vous êtes vraiment dans le sud, ou alors de l'aulne ou des choses comme ça. Donc c'est des arbres qui n'ont pas des grosses durées de vie. Et si vous attendez un siècle et demi, vous n'aurez plus du tout ces arbres, vous aurez une belle forêt de chênes et qui pourra durer 800-1000 ans derrière. Donc il y a toujours une succession écologique. Dans le monde de l'entreprise, dans les mentalités, chez l'être humain, c'est pareil. On ne bouleverse pas les pensées des gens comme ça. Ça se fait petit à petit. Moi, je sais, quand j'étais jeune, il y avait un sport national, c'était d'aller faire sa vidange dans les bois. C'était un truc incroyable. Vous alliez à Fontainebleau le dimanche, il y avait toujours un gars qui avait des moyens, il promenait son chien, et puis il revenait une demi-heure après, il bouchait, il remettait de l'huile et puis il partait. C'est quand même des choses qu'on ne voit plus, heureusement, mais c'est long. Donc quand on est sensibilisé, on se dit, putain, ça avance pas. Mais en fait, si, ça avance dans les mentalités, mais pas très vite. Donc une façon de gagner du temps, d'aller un petit peu plus loin, c'est bien sûr de faire de la sensibilisation, d'accompagner, d'expliquer, et toutes ces choses-là qu'on fait au quotidien.